À toi qui vis dans le monde juste à côté du mien, je veux écrire comme une amie de longue date. Je tape ces mots sur un vieux clavier, dont les touches font un léger bruit régulier et rassurant. Ici, chaque mot que j'envoie compte dans mon quota d'informations de la journée, et pourtant je continue à t'écrire. Je ne connais pas ton visage, et je ne sais pas ta voix, mais j'ai l'impression de parler depuis toujours. Je t'appelle mon ami du monde voisin, parce que cela rend tout de suite la distance moins froide et moins abstraite. Je vais te raconter ma journée sous régime d'infocalories, et j'espère que tu auras envie de rester avec moi jusqu'au bout. Ce matin, je me suis réveillée avant l'alarme, parce qu'un rêve étrange m'a tiré du sommeil. Dans ce rêve, je vivais dans ton monde sans compteur, sans limite, sans avertissement, et tout défilait à toute vitesse. Mon téléphone imaginaire vibrait sans arrêt, des images arrivaient de partout, et je ne pouvais rien arrêter. Quand je me suis levée, j'avais déjà cette sensation de lourdeur dans la tête, alors que la journée n'avait pas commencé. J'ai regardé mon appareil, au bord du lit, et l'écran affichait mon compteur d'aujourd'hui. 1600 infocalories, pas une de plus, pas une de moins, pour 24 heures de vie éveillée. J'ai ouvert l'application qui gère ma ration et elle m'a proposé un petit résumé du monde en 50 infocalories. Une version courte et sans détails trop colorés, avec les grandes nouvelles filtrées par intensité émotionnelle. J'ai hésité quelques secondes parce que je voulais garder des réserves pour toi, pour cette lettre. Finalement, j'ai accepté le résumé et j'ai regardé la barre se remplir un peu, comme un verre qui se remplit d'eau. Il restait alors 1550 infocalories pour tout le reste de ma journée, travail, messages, loisirs et pensées curieuses. Tu te demandes peut-être pourquoi tout est compté chez nous, et pourquoi je parle d'informations comme de nourriture. Mes parents disent que quand ils étaient jeunes, leur monde ressemblait beaucoup au tien. Les écrans étaient partout, et la plupart des gens vivaient avec plusieurs flux ouverts en parallèle. Ils recevaient des vidéos, des articles, des discussions et des alertes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Au début, tout le monde trouvait cela pratique, amusant et même flatteur, parce que le monde semblait s'intéresser à eux sans cesse. Puis quelque chose a commencé à craquer, très lentement, mais très profondément. Mon père était professeur, et il racontait que ses élèves n'arrivaient plus à suivre une idée pendant plus de quelques minutes. Il préparait des cours passionnants, simples et vivants, et pourtant les regards se perdaient dans le vide. Les mains glissaient sous les tables pour vérifier les messages, et les notifications brillaient comme de petites lucioles dans la salle. À la maison, mon père n'arrivait plus à lire un livre jusqu'à la fin, sans revenir 30 fois sur la même page. Ma mère trouvait cela d'abord amusant, puis inquiétant, quand elle a vu son humeur changer et sa patience disparaître. Dans la ville, les hôpitaux ont commencé à voir arriver des gens qui ne se plaignaient pas de douleur dans le corps, mais dans la tête. Ils disaient qu'ils étaient épuisés sans raison, qu'ils dormaient mal, qu'ils se sentaient agressés par chaque son et chaque image. Les médecins ont parlé d'une fatigue mentale collective, et certains ont utilisé le mot « épidémie ». Rien ne se voyait de l'extérieur, pourtant les cerveaux étaient saturés comme des disques pleins qui ne peuvent plus enregistrer. Un jour, le gouvernement a déclaré ce qu'on appelle encore ici l'état d'urgence cognitive. Les débats ont duré des mois, avec des experts, des citoyens, des associations et bien sûr des grandes plateformes d'information. Beaucoup de gens avaient peur qu'on contrôle leurs idées, leurs lectures et leurs échanges. Mais beaucoup d'autres demandaient de l'aide, parce qu'ils n'arrivaient plus à se protéger eux-mêmes. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée d'Infocalories. Il fallait une manière simple de parler de la charge que chaque contenu impose au cerveau. Une équipe de chercheuses a proposé un système qui mesure, pour chaque morceau d'information, sa densité et son impact. Une longue enquête pleine de chiffres coûte plus cher qu'une petite image légère et sans conséquence. Un reportage très violent ou très angoissant coûte plus d'infocalories qu'une histoire calme sur des arbres ou des nuages. Une vidéo rapide, sur 10 sujets à la fois, peut coûter très cher parce qu'elle secoue le cerveau dans tous les sens. Je sais que cela peut te paraître étrange de compter les idées, comme on compte le sucre ou le sel dans un repas. Mais pour nous, c'est devenu une manière de prendre soin de notre tête, comme on prend soin du cœur ou des poumons. Bien sûr,
tout ne s'est pas installé en un jour, et il y a eu des résistances, des cris et des larmes. Ce qui a vraiment tout changé dans mon monde, c'est un procès dont on parle encore en classe. Un créateur célèbre diffusait des contenus très dramatiques chaque jour, avec des titres alarmants et des images choquantes. Des millions de personnes le suivaient et regardaient ses vidéos, sans même comprendre pourquoi elles revenaient encore et encore. Au début, on disait que chacun avait le choix de cliquer ou non, mais les choses ont pris une autre ampleur. Des personnes ruinées moralement se sont réunies pour parler de leur vie détruite par cette consommation compulsive de drames. Elles ne dormaient plus, elles avaient peur des autres, elles ne faisaient plus confiance à personne. Un tribunal a écouté leurs histoires et a demandé aux plateformes leur donner de visionnage. Les chiffres montraient que certains publics fragiles avaient été poussés encore plus fort vers ces contenus extrêmes. Le tribunal a alors reconnu, pour la première fois, un droit nouveau, celui de vivre avec une charge cognitive soutenable. Le créateur n'a pas seulement été condamné lui seul, mais tout un système de recommandations a été mis en cause. Après ce procès, beaucoup de citoyens ont demandé des règles claires pour limiter le flux général d'informations. C'est là que la notion de quota personnel est apparue. Chaque personne reçoit un certain nombre d'infos calories par jour selon son âge, sa santé et son activité. On peut en gagner un peu plus avec une permission médicale ou une formation spéciale pour les métiers qui le demandent. Mais la plupart d'entre nous vivent avec le quota standard et apprennent à choisir à quoi ils le consacrent. Tu te demandes peut-être comment on vit concrètement avec cette limite. Je vais donc t'ouvrir la porte de ma journée, comme si tu étais assise en face de moi avec un café entre les mains. Après le petit résumé du matin, je me suis préparée pour aller travailler. Dans les transports, l'application bloque automatiquement les contenus trop lourds pour éviter que les gens commencent la journée déjà saturée. À la place, elle propose de courts textes doux, des blagues simples, des souvenirs de musique ou de voyage. Je regarde souvent par la fenêtre pour économiser des infocalories et je laisse mon esprit se promener sans guide. Mon métier porte un nom un peu étrange pour toi, je pense, conseillère en hygiène informationnelle. Mon travail consiste à aider des personnes à organiser ce qu'elles laissent entrer dans leur tête. Je les vois en rendez-vous, comme on voit un médecin ou un psychologue, mais on parle surtout de leurs habitudes d'écran. Ce matin, mon premier rendez-vous était avec un homme qui s'appelle Eric. Il a une quarantaine d'années et il a traversé le changement de système en étant adulte. Il me dit souvent qu'il regrette le temps où il pouvait avaler des séries entières et des flux sans que personne ne lui dise stop. En même temps, il avoue qu'il ne se souvient plus vraiment de cette époque, sans sentir une boule de fatigue dans la poitrine. Eric arrive souvent avec son compteur presque vide à la mi-journée. Il dépense une grande partie de son quota dans des flux parallèles plus ou moins déclarés, qui lui donnent l'impression d'être encore dans l'ancien monde. Mon rôle n'est pas de le juger, mais de l'aider à comprendre ce qu'il recherche vraiment dans cette surconsommation. Nous regardons ensemble son historique détaillé, et je lui demande ce qu'il ressent d'après chaque type de contenu. Il se rend peu à peu compte qu'il sort vidé et nerveux de la plupart de ses sessions cachées. Je lui propose donc des petits exercices pour réapprendre à choisir. Par exemple, je lui demande de garder chaque jour son infocalories pour quelque chose de vraiment important ou joyeux pour lui. La première semaine, il n'a pas réussi parce qu'il craquait avant et cliquait sur les flux rapides. La seconde semaine, il a gardé 50 infocalories pour un appel avec sa sœur et il m'a avoué que cette conversation l'avait plus nourri que 3 heures de vidéo. Quand je vois des progrès comme cela, je me dis que mon métier a peut-être un sens malgré son côté très contrôlé. Pourtant, je ne suis pas naïve, et je sais que notre système a aussi ses ombres et ses injustices. Mon propre frère, par exemple, a choisi un autre chemin. Il s'appelle Julien, et il a toujours eu un goût pour le risque et la vitesse. Quand les quotas ont été mis en place, il s'est senti enfermé, comme un coureur attaché à une chaise. Il a découvert assez vite le marché noir de l'information. Dans certaines zones de la ville, loin des centres officiels, des groupes proposent des flux non comptés. On y accède avec des appareils non déclarés et des réseaux masqués qui échappent aux compteurs classiques.
Au début, Julien y est allé par curiosité, pour voir si l'ancien monde existait encore quelque part. Il est revenu les yeux brillants et le corps tremblant, comme après une nuit sans sommeil. Il disait qu'il avait retrouvé la sensation de liberté pure, même si son cœur battait trop vite. Avec le temps, ses visites au marché noir sont devenues plus fréquentes. Il passait ses nuits à avaler des données brutes, des jeux, des forums et des nouvelles non filtrées. Le jour, il était absent, fatigué, nerveux et parfois très dur avec nous sans s'en rendre compte. Un soir, il s'est évanoui en pleine rue après 3 jours presque sans sommeil. Les médecins ont conclu à une overdose informationnelle volontaire. Tu vois, ce mot sonne presque ridicule, et pourtant les dégâts sont réels. Son cerveau n'arrivait plus à trier le réel du possible, ni le sérieux du jeu, et il fallait le mettre au repos intensif. Après cet épisode, on lui a imposé un quota réduit, et des séances obligatoires avec des professionnels comme moi. Il en veut encore au système, et parfois il m'en veut à moi, parce que je participe à ce système. Tu imagines, peut-être facilement, quel genre de dispute nous pouvons avoir à propos de liberté et de sécurité. Lui dit que la vraie liberté, c'est d'avoir le droit de se détruire si on le souhaite. Moi, je lui réponds que la liberté qui s'effondre sur un lit d'hôpital laisse souvent des proches brisés derrière elle. Nous n'avons pas encore trouvé un terrain d'entente, mais nous continuons à nous parler, et c'est déjà beaucoup. Bien sûr, l'État ne contrôle pas tout de manière parfaite, et certains profitent des failles du système. Il existe des personnes qu'on appelle des sportifs cognitifs. Elles suivent des entraînements spéciaux pour augmenter leur capacité d'attention et obtenir des quotas plus élevés. Certaines le font par passion, parce qu'elles aiment vraiment creuser des sujets complexes pendant des heures. D'autres le font pour des raisons plus intéressées, afin d'avoir un avantage dans les métiers où l'information vaut de l'or. Je me demande souvent si ces sportifs sont plus libres ou simplement plus formatés à supporter des charges lourdes sans se plaindre. Leur cerveau devient comme un muscle capable de porter des poids importants, mais qui ne sait plus ce que signifie le repos. À côté de ces histoires officielles, il y a aussi ce dont on parle à voix basse dans les cafés quand les compteurs sont presque vides. On parle, par exemple, de la manière dont certains contenus ont une étiquette plus légère que ce qu'ils méritent vraiment. Des enquêtes ont révélé que des messages très favorables à certains groupes puissants passaient avec une valeur en infocalories étonnamment basse. Cela signifiait que tout le monde pouvait les voir sans trop entamer son quota, alors qu'ils étaient très chargés en influence. D'autres contenus plus critiques ou plus dérangeants pour ces mêmes groupes étaient, au contraire, classés comme très lourds. Ainsi, il devenait presque inaccessible pour le citoyen moyen qui devait choisir entre ses informations et sa vie quotidienne. Quand ces histoires sont sorties, beaucoup de gens ont été choqués et ont parlé de censure déguisée en protection. Je me souviens d'une soirée où mes amis discutaient autour d'une table presque dans le noir, pour économiser l'énergie et les infocalories. Certains disaient qu'il faudrait tout casser et revenir au flux illimité, même au prix de la fatigue et du chaos. D'autres répondaient que, sans restriction, les plus faibles seraient écrasés encore une fois par la puissance des systèmes de recommandation. Moi, je restais silencieuse pendant un moment, parce que je sentais que la vérité se trouvait quelque part entre les deux positions. Tu vois, mon ami, notre monde n'est pas un paradis rationné, propre et sage. C'est un monde qui a essayé de guérir d'une maladie en acceptant un traitement parfois trop fort, parfois mal dosé. Parfois, je me demande si nous avons accepté de vivre dans une salle un peu plus calme, mais surveillée pour fuir un concert trop bruyant. Je dois t'avouer quelque chose que je ne raconte pas dans mes rapports officiels. Je consacre chaque jour une petite partie de mon quota à observer ton monde. Il existe une passerelle expérimentale qui nous montre des fragments anonymes de vos flux publics. Les images défilent avec une liberté qui me donne le vertige. Je vois des gens qui se filment pendant qu'ils mangent, pendant qu'ils rient, pendant qu'ils pleurent. Je vois des voix qui se répondent sans jamais s'écouter vraiment et d'autres qui se soutiennent avec une douceur incroyable. Quand je regarde ces fragments, je ressens 2 choses à la fois. D'un côté, je suis fascinée parce que personne ne te dit ce que tu as le droit de voir ou non.
Tu peux te perdre dans des sujets que tu ne cherches même pas et tomber par hasard sur des idées qui changent ta vie. De l'autre côté, je vois dans certains regards la même fatigue que celle qui a détruit la génération de mes parents. Je me demande comment vous faites pour garder votre esprit entier avec tant de choses qui frappent à la porte en même temps. Peut-être que toi, tu crois être maître de ton attention, alors qu'en réalité un système invisible choisit pour toi. Peut-être aussi que tu as déjà trouvé tes propres règles personnelles sans avoir besoin de loi. Je suis curieuse de savoir si tu as déjà essayé de passer une journée entière sans écran. Ici, on organise parfois des jours de silence informationnel, et certains les vivent comme un luxe rare. Ce qui m'intrigue le plus dans ton monde, ce n'est pas la quantité d'informations, mais le fait que tu puisses choisir de l'ignorer. Tu peux ne pas ouvrir une application, tu peux supprimer un compte, tu peux te déconnecter sans qu'un compteur te surveille. Chez moi, même le silence est compté, dans un sens, parce que tout est interprété par les algorithmes comme un choix ou un refus. Si je regarde trop souvent ton monde par la passerelle, on me classe dans un profil curieux à risque et on ajuste mes propositions. Tu vois, je t'écris tout cela non pas pour te dire que mon monde est meilleur que le tien, mais pour te partager mes questions. Parfois, en fin de journée, quand mon compteur affiche à peine quelques infos calories restantes, je m'assois devant la fenêtre. Je laisse mes yeux suivre les passants dans la rue, et j'écoute seulement le bruit de la ville sans chercher à le comprendre. Dans ces moments-là, je me dis que peut-être, la vraie nourriture mentale se trouve dans ces instants sans écran, ni données, ni chiffres. Pourtant, je ne peux pas fuir mon époque et mon métier, et je dois continuer à aider les gens à vivre avec ces quotas. Alors, j'essaie de transformer cette contrainte en occasion de poser de vraies questions à ceux que je rencontre. Je leur demande, par exemple, quel type d'information les rend vraiment plus vivants. Très souvent, ils ne répondent à tout de suite parce qu'ils n'ont jamais envisagé l'information comme quelque chose de précieux et de limité. Quand ils commencent à réfléchir, ils découvrent que certaines choses les nourrissent vraiment. Un long message d'un ami, une histoire bien racontée, une explication claire qui fait tomber une peur. D'autres choses, au contraire, les laissent vides, comme une collation trop sucrée qui excite puis laisse un grand creux. Peut-être que tu pourrais toi aussi faire ces petites expériences. Imagine que tu n'aies que 1600 infocalories pour ta journée de demain. Quel flux couperais-tu tout de suite, sans regret? Quel contenu garderais-tu absolument, même si cela veut dire renoncer à beaucoup d'autres choses plus brillantes, mais plus vides? Je ne peux pas entendre ta réponse depuis ici, mais je suis sûre qu'elle te surprendrait toi-même. Je te le dis en ami d'un autre monde plus proche que tu ne le crois. Ce que tu laisses entrer dans ta tête finit par dessiner le paysage de ta vie intérieure. Et ce paysage reste avec toi bien plus longtemps que n'importe quel écran ou n'importe quel compte sur une plateforme. Il m'arrive de rêver d'un futur où nos deux mondes auraient appris l'un de l'autre. Le tien aurait peut-être adopté une forme de douceur pour protéger les plus fragiles sans enfermer tout le monde. Le mien aurait peut-être relâché certains verrous pour laisser plus de place au hasard et à la découverte spontanée. J'aime imaginer un jour où l'on pourrait se rencontrer quelque part entre nos deux systèmes, comme on se retrouve sur un pont entre deux rives. Avant de terminer cette lettre, j'ai envie de te confier un dernier petit secret. Pour t'écrire ce long message, j'ai déclaré à mon application une période de méditation silencieuse plus longue que la réalité. En langage clair, je triche un peu avec mon compteur pour pouvoir te parler plus longtemps. Si l'on découvre cet écart, on me rappellera à l'ordre avec quelques séances de rééducation cognitive. Mais je crois sincèrement que ces mots échangés entre nos mondes valent bien ce petit risque. Je ne sais pas si ce que je t'ai raconté te semble étrange, dangereux ou simplement triste. Peut-être que tu te dis que je vis dans une prison polie, pleine de bonnes intentions. Peut-être, au contraire, que tu envies la clarté d'un système qui protège les gens de la noyade informationnelle. Moi, je vis dans cette tension chaque jour, et je fais de mon mieux pour y garder un cœur ouvert et une curiosité intacte. Alors, si tu veux bien, je voudrais que tu gardes de cette lettre une seule idée simple. La vraie liberté ne se trouve ni dans le flux illimité, ni dans le contrôle total, mais dans la capacité à choisir consciemment ce que l'on ignore.
Tu ne peux pas tout voir, tu ne peux pas tout savoir, et c'est peut-être une chance. Ce que tu refuses d'entrer dans ton esprit vaut autant que ce que tu acceptes d'y accueillir. Je vais m'arrêter bientôt, parce que mon compteur se rapproche dangereusement de zéro. Je ne signerai pas avec mon nom, pour que tu puisses imaginer le visage qui te parle comme tu le souhaites. Pense simplement à moi, comme à une amie, qui vit dans le monde juste à côté du tien et qui te tend la main à travers un écran discret. Avec toute ma tendresse et toute ma curiosité, je te salue en espérant que nos pensées se croiseront encore un jour. Ton ami qui vit dans le monde voisin et qui rationne ses infocalories, n'est pas son affection. Merci à toi d'avoir écouté cette lettre jusqu'à la fin, cela compte beaucoup pour moi. Si ce voyage dans mon monde t'a plu, je t'invite à mettre un pouce levé sur cette vidéo, cela aide vraiment la chaîne. Tu peux aussi t'abonner pour recevoir facilement nos prochains messages venus du multivers et ne rien manquer des nouvelles lettres. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire comment toi tu gères le flot d'informations dans ton propre monde. Si tu veux soutenir davantage la chaîne, tu peux faire un don grâce au code cœur en bas à droite de la vidéo ou au lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes de celles-ci qui viennent d'autres coins du multivers. Je te remercie encore pour ton temps, ton attention et ta confiance, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle lettre venue d'un monde parallèle.